Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. À la une, protection et soutien des veuves et orphelins des soldats tombés au front. Un comité interministériel réfléchit sur le décret d'application de la loi portant pupille de la nation. En atelier depuis hier, ces acteurs recherchent des possibilités d'amélioration de la dite loi. À l'issue, ils proposeront des textes d'application afin de venir en aide aux veuves ainsi qu'aux orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. Pèlerinage de l'Église catholique, les mesures restrictives du Covid-19 ne constituent plus de frein pour les pèlerins, se réjouit la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques. Elle annonce d'ailleurs le départ de la première vague des pèlerins de l'Église catholique le 1er juillet prochain. Ces informations émanent de la dernière conférence de presse de la commission. Tous les détails tout de suite. Présidentielle en France, avant le second tour de l'élection prévue pour dimanche, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont opposés pendant près de 3 heures lors d'un débat télévisé. Les deux finalistes ont débattu sur des sujets en rapport avec la crise en Ukraine, l'économie et l'immigration. On en parle plus amplement en fin d'édition. Bonjour à vous et merci d'honorer ce rendez-vous de l'après-midi. Procès de l'affaire dégradation de biens à Bégodo dans la province du Boulgou. À peine ouverte dans la matinée de ce 22 avril au tribunal de grande instance de Tinkodgo, l'audience a été renvoyée au 4 mai prochain. À la demande du parquet et de certains avocats, le tribunal a renvoyé cette audience pour permettre de mieux préparer le dossier. Par ailleurs, la demande de liberté provisoire des prévenus formulée par la défense a été rejetée par le tribunal. Les détails de Abdourahim Yénié, notre envoyé spécial. Dès l'ouverture du procès sur l'affaire dégradation de biens à Béguedo, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Tinkodgo demande le renvoi du dossier. Pour lui, le nombre d'accusés qui comparaissent, 23 au total, et aussi la taille du dossier nécessite un temps de préparation supplémentaire, une demande soutenue par la partie civile. Le procureur a juste rappelé qu'il y a un avocat qui a souhaité le renvoi du dossier et le tribunal y a fait droit. Le dossier vient pour la première fois. Et de toutes les façons, le tribunal a 2 mois, selon la loi, pour juger ce dossier. Donc pour nous, ce n'est pas exagéré. Vous voyez, le procureur a estimé, ou de moins a évoqué un certain nombre de raisons liées à la sécurité. Donc voilà pourquoi le dossier a été renvoyé à une audience extraordinaire pour permettre au parquet de prendre toutes les dispositions nécessaires par rapport donc à la sécurité des acteurs qui vont intervenir donc dans le cadre de ce dossier. Si la demande de renvoi doit être accordée, il faut une liberté provisoire pour les accusés, soutient les avocats de la défense, chose à laquelle la partie civile s'oppose farouchement, évoquant le risque de non-représentation des accusés. La partie civile évoque également un risque de trouble à l'ordre public, c'est-à-dire un affrontement si toutefois ces accusés regagnent Bégodo sans être jugés. Des arguments qui ne tiennent pas selon Maître Abdelbachir Nakro de la défense. Le trouble à l'ordre public, c'est ce qu'on dit. Le procès aujourd'hui, on ne doit pas faire le procès des réseaux sociaux, de la presse, tout. Non, les juges doivent avoir suffisamment d'éléments et puis pouvoir juger. Le trouble à l'ordre public, on va toujours l'évoquer. J'ai dit ça à l'audience, j'ai dit en réalité, c'est un moyen fourre-tout pour tous les magistrats aujourd'hui. C'est un moyen fourre-tout qu'on évoque pour détenir les gens. Sinon, en droit français, je l'ai évoqué, en droit français, le trouble à l'ordre public, il existait, que ce soit en matière délictuelle ou criminelle, mais depuis un certain temps, il y a une loi spéciale qui est venue l'enlever du côté délictuel, pour dire que c'est en matière criminelle seulement que nous pouvons évoquer, en tout cas, ce motif de trouble à l'ordre public là. Et il y a aussi ce que nous appelons, comment on appelle ça, il faut qu'il y ait quand même un temps suffisamment court. Voilà, mais quand on regarde la commission de l'infraction jusqu'aujourd'hui, nous estimons quand même qu'il s'est écoulé un temps suffisamment long et qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de trouble à l'ordre public. Voilà. Finalement, le tribunal accorde la demande de renvoi et rejette la demande de liberté provisoire. Le procès de l'affaire dégradation de biens à Béguedo est renvoyé au 4 mai prochain.
Retour dans la capitale burkinabé et ouverture hier 21 avril de l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant statut de pupille de la nation et les autres textes juridiques qui y sont relatifs. Il s'agit au cours de cette rencontre de permettre à tous les acteurs de réfléchir sur les possibilités d'amélioration de la dite loi et de proposer des textes d'application. À l'issue de cet atelier, les participants proposeront un décret qui fixe la procédure d'adoption et les modalités de protection et de soutien aux veuves et orphelins des valeureux combattants burkinabés tombés sur le champ de bataille. Annie Gladys Da et Cheikh Omarou Traogo. Le gouvernement burkinabé a adopté en septembre 2015 la loi portant statut de pupille de la nation dans l'optique d'apporter une aide aux veuves et aux orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. L'atelier sur ce sujet vient donc à point nommé afin de soulever le problème car jusqu'à présent, la dite loi n'est appliquée nulle part sur le plan national et pour cause, l'absence de texte d'application. En 2015, le gouvernement avait fait adopter une loi, et la loi 062 du 15 septembre 2015 portant donc statut de pupille de la nation. Et on a constaté que depuis lors, la loi n'a pas pu être mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas de texte d'application. Et le gouvernement donc a demandé donc d'un comité qu'on a mis en place, un comité interministériel, de réfléchir, donc de reprendre le texte et notamment pour aboutir à un texte d'application pour permettre justement d'apporter l'assistance qu'il a voulu à travers cette loi aux familles et surtout aux enfants. Compte tenu de la situation socio-économique du Burkina Faso, la primature s'est dépêchée pour mettre en place un comité interministériel dans le but de réfléchir sur le décret d'application de la loi portant pupille de la nation. Les participants se sont également penchés sur l'avant-projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation, un autre portant statut de héros de la nation, ainsi que 3 exposés de motifs des projets de loi proposés, à en croire la secrétaire générale de la primature. Le comité a travaillé et a élaboré un décret portant donc modalité de prise en charge de ces personnes-là. Et au cours de ces travaux, il s'est avéré nécessaire de revenir sur certains termes. Et pour cela, il a fallu donc prendre d'autres lois. Donc la loi portant donc sur les martyrs et la loi portant sur l'invalide et sur le héros national. Et sur la loi donc portant sur le statut de pupille de la nation, on avait constaté des insuffisances. Par exemple, la question même de terminologie. Vous voyez que quand on avait pris cette loi, on avait ciblé les enfants d'un certain âge, alors que nos textes évoluent. Et donc, le texte d'application, qui est le décret qui a été pris, donc, va nous permettre de dire comment est-ce qu'on introduit la requête pour la prise en charge et quelles sont donc ces prises en charge que ces enfants-là, pupilles de la nation, doivent s'attendre donc à avoir de la part de la nation. Les résultats issus de cet atelier seront bénéfiques à l'ensemble des Burkinabés. C'est pourquoi la secrétaire générale de la primature, Yvan Roama-Guigma, invite tous les acteurs impliqués à s'investir pour la prise en compte de toutes les préoccupations. Installation officielle de nouveaux agents au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le nouveau secrétaire général du ministère, le nouveau directeur de cabinet et le nouveau directeur de communication et des relations presse ont pris fonction hier 21 avril. Ils ont tous été nommés le 13 avril dernier en Conseil des ministres. Ces nouveaux agents disent mesurer l'ampleur de leurs tâches à eux confiées et s'engagent à relever les défis de leur ministère. Images et commentaires respectivement avec Sarah Kabouré ou Lassida Kabouré. Merci. C'est une matinée de passation au ministère en charge de l'éducation nationale. C'est d'abord professeur Khalifa Traoré qui cède son fauteuil de secrétaire général à Ibrahima Sano après 4 années passées à ce poste. Grand commis de l'État, le tout nouveau secrétaire général a déjà occupé de grandes fonctions au sein du ministère. De directeur de cabinet en passant par conseiller technique, il était jusque-là chargé de mission. Dans son discours, Ibrahima Sano est revenu sur la fermeture des écoles à cause de la situation sécuritaire. Selon lui, le grand défi à relever est la réouverture de ces classes. Vous comprendrez toute l'émotion qui m'étreint, car je mesure le poids de la responsabilité et l'ampleur de la tâche qui sont à présent les miens. Le Burkina Faso aujourd'hui fait face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent qui a occasionné la fermeture de nos écoles, la destruction des infrastructures éducatives,
la mise hors classe des centaines de milliers d'enfants. Prendre fonction en tant que secrétaire général dans un tel contexte est un des plus hauts défis. À la direction du cabinet du ministère, c'est Charles Soulouema, jusque-là proviseur du lycée départemental de Komki-Ipala, qui prend à compter de ce 21 avril les rênes de la direction. Il remplace à ce poste Adama Bolgo, qui y était depuis 4 ans. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités, je mesure tout le sens et la symbolique qui sont attachés à mes nouvelles fonctions, ainsi que l'urgence des défis du moment. Ma prise de fonction intervient dans un contexte sécuritaire difficile, avec des conséquences graves sur notre système éducatif. Dans cette phase critique, les attentes sont nombreuses, à tous les niveaux, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussitôt installé, le tout nouveau directeur de cabinet a installé à son tour le nouveau directeur de la communication et des relations presse. Adjima David Chombiano, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Il était jusque-là conseiller technique au ministère en charge de la communication. Adjima David Chombiano hérite d'un vaste chantier sur lequel il compte déposer sa marque pour une communication de qualité au sein du dit ministère. C'est une mission, j'allais dire, à la fois redoutable mais exaltante. Redoutable parce qu'il s'agit d'une matière aussi délicate qu'est l'éducation, de l'école où poussent nos enfants, d'agir aux côtés des politiques et des techniciens dans le cadre d'une entreprise où il est question de formation des citoyens de demain. Face à ce grand enjeu de la construction nationale, je mesure à sa juste valeur la confiance placée en ma modeste personne par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, et je lui exprime ici toute ma gratitude. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, par ailleurs président de la cérémonie, a invité tous ces nouveaux responsables au travail avec toujours à l'esprit l'excellence et le sacrifice. On en parlait hier, les environnementalistes tenaient un sit-in au sein de leur ministère à Ouagadougou, un mouvement d'humeur pour dénoncer entre autres la discrimination dans les postes de responsabilité qui jusque-là sont assurés par le corps paramilitaire. Et bien au même moment, le mot d'ordre du sit-in a été également suivi à Bobo-Dioulasso où les militants des Hauts-Bassins ont répondu à l'appel du syndicat national des environnementalistes de l'État. Comme à Ouagadougou, les manifestants de Bobo-Dioulasso ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'abus et d'injustice. Pour les précisions, on retrouve sur place notre reporter Joseph Koutko. Ces environnementalistes des Hauts-Bassins n'ont pas voulu être en reste du mouvement d'humeur tenu à Ouagadougou au sein de leur ministère. Un mouvement d'humeur tenu ce matin de la direction régionale qui s'est ensuite déporté au gouvernorat. C'est par rapport au problème d'organisation de notre ministère. C'est un problème national et la question au niveau déconcentré est primordiale. Donc, nous, c'est pour soutenir notre syndicat, nos syndicats qui participent dans l'élaboration, mais ce n'est pas facile. Donc, nous soutenons le même mouvement d'humeur qui se tient présentement dans notre ministère à Ouagadougou. Les environnementalistes trouvent que l'organigramme, jusqu'à présent, a eu tendance à brimer, les empêchant à mieux travailler pour lutter contre les pollutions et les nuisances au service de la santé des populations et du bien-être. Actuellement, on se trouve plus ou moins sous couvert d'un autre corps, mais c'est différent, les missions ne sont pas les mêmes. Ces environnementalistes réclament leur autonomie à travers la création de leur direction régionale de l'environnement. Il s'agit bien sûr au niveau du ministère en charge de l'environnement de 2 corps spécifiques qui sont le cadre paramilitaire des eaux et forêts qui sont chargés de la gestion des ressources naturelles et nous souhaitons qu'ils réussissent dans ça avec leurs spécificités en tant que paramilitaires, avec des besoins tels que l'unité de commandement. Tout cela, c'est de bonnes guerres, nous soutenons. Mais les environnementalistes aussi ont leurs spécificités pour bien réaliser ce qu'on appelle la police de l'environnement. En plus de cela, c'est nous aussi qui devons encadrer certaines activités d'amélioration des cadres de vie qui se tiennent au niveau des collectivités locales. Mais
Tout cela, c'est difficile actuellement compte tenu de la configuration. Selon les manifestants, un message a été remis au gouvernorat malgré leur présence inopinée. Reçu par le directeur de cabinet, celui-ci a promis de transmettre ce document à qui de droit. Reprise des pèlerinages pour cette année 2022 après les musulmans qui annoncent le voyage saint à la Mecque cette année. Voici les fidèles catholiques qui prévoient le premier départ des pèlerins le 1er juillet prochain. La commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistique de la conférence épiscopale Burkina-Niger l'a affirmé hier aux hommes de médias et s'est réjoui que les mesures restrictives ne soient plus un frein au pèlerinage. D'autant que cette conférence de presse avait pour but de lancer les activités d'organisation des pèlerinages extérieurs catholiques au Burkina Faso. Salima Touzongo et Fatima Tankiema. Les pèlerinages de l'Église catholique au Burkina Faso, suspendus à cause de la maladie à coronavirus, reprennent cette année 2022. À en croire la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques, la première vague de départ des pèlerins est prévue pour le 1er juillet prochain. Même si la maladie est toujours d'actualité, la commission se réjouit du fait que les restrictions ne soient plus un frein pour les pèlerins. Les sanctuaires sont de nouveau ouverts, donc nous avons voulu reprendre aussi l'organisation des pèlerinages catholiques. Et donc c'était l'occasion pour nous, en l'annonçant, de présenter en même temps aussi quelques dispositions que nous arrêtons pour mieux organiser ces pèlerinages catholiques et éviter aussi quand même certains abus qu'on a eu à constater, j'allais dire, dans le temps. Pour le président de la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques, le pèlerinage pour le catholique est un voyage spirituel motivé par sa foi. Il le réalise à travers la visite d'un sanctuaire lié à la célébration des mystères de la foi catholique. Le pèlerinage est pour le chrétien une manifestation cultuelle à accomplir en fidélité à la tradition, avec un sentiment religieux intense et comme accomplissement de son existence pascale. La dynamique propre au pèlerinage révèle avec clarté certaines étapes que le pèlerinage requiert pour sa fécondité. Le pèlerinage catholique conduit donc à l'attente de la rencontre avec la parole de Dieu, avec l'Église et avec l'Eucharistie. En plus des pèlerinages qu'organise l'Église catholique, la commission épiscopale des pèlerinages congrès eucharistiques autorise des pèlerinages catholiques à des agences de voyage et des promoteurs privés. Le pèlerin devra donc s'assurer que le pèlerinage proposé figure sur la liste des pèlerinages de la commission ou sur la liste des pèlerinages autorisés par la commission. Santé, lutte contre le cancer du col de l'utérus. On parle là d'une maladie très mortelle au Burkina Faso. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2020, sur les 1132 cas enregistrés au Burkina Faso, plus de 800 femmes ont trouvé la mort. Un mal silencieux que le ministère en charge de la santé veut combattre et un grand pas a été fait dans ce sens. Il existe désormais un vaccin pour se protéger de ce cancer. Le ministère en charge de la santé prévoit dans les jours à venir une campagne de vaccination. Afin de la réussir, il a rencontré hier les hommes de médias, les acteurs de santé et des leaders d'opinion. Michael Toukri. Au Burkina Faso, en 2020, selon les données du Globocan, 1132 cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés pour 839 décès. Ce mal silencieux causé par le papillomavirus humain est évitable. Face au nombre croissant du cancer du col de l'utérus au Burkina, le ministère en charge de la santé veut sauver des vies. C'est tout le sens de cet atelier national en faveur de la vaccination contre le papillomavirus humain et le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une infection sexuellement transmissible. C'est aussi une infection que l'on contacte lors des premiers rapports sexuels, lorsqu'on commence la vie sexuelle active. Et ce n'est qu'ultérieurement que se développe le cancer. Ce qui fait qu'on peut vivre longtemps sans se rendre compte qu'on est contaminé, mais également qu'on est en train de développer le cancer du col de l'utérus, bien qu'il existe des moyens de dépistage gratuits. À travers la vaccination, dont la cible est les filles de 9 à 14 ans, le ministère en charge de la santé veut contrôler le cancer du col de l'utérus. Considéré comme l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, la vaccination permet ainsi de protéger les jeunes filles et d'éviter les lésions précancéreuses et le papillomavirus humain.
il y a 2 doses que la cible doit prendre à intervalle de 6 mois. Voilà, donc il faut arriver à faire ces 2 doses-là à intervalle de 6 mois pour pouvoir être protégé. C'est dire que ces 2 doses se font en l'absence de vie sexuellement active. C'est pourquoi nous l'avons placé déjà à 9 ans, parce que c'est censé être éloigné de l'activité sexuelle qui va se dérouler ultérieurement. C'est une cible facile à déterminer, que ce soit au niveau scolaire, même ceux qui sont hors établissement. Le fait que ce n'est pas très éloigné de la naissance, 9 ans, permet de pouvoir trouver la cible. Donc il faut dire qu'ici nous avons vraiment une opportunité de contrôler davantage cette maladie et de faire en sorte que nos sœurs, nos femmes, mais également nos mères ne puissent pas développer à un âge avancé le cancer du col de l'utérus en se faisant vacciner déjà à 9 ans, comme nous le ferons dans l'établissement scolaire, nous le ferons en communauté, mais aussi nous le ferons dans nos formations sanitaires. La campagne de vaccination en faveur de la vaccination contre le papillomavirus humain sera lancée le 26 avril prochain. Le vaccin, lui, sera gratuit selon le secrétaire général du ministère en charge de la Santé. Et plus de 324 000 filles de 9 à 14 ans seront vaccinées par an. Une cible dont le nombre est appelé à augmenter selon Wilfried Ouedraogo. Toujours dans le domaine de la santé, la prise en charge de l'hémophilie est de nos jours disponible au Burkina Faso. Le groupe d'intervention en hématologie a procédé au lancement d'un projet dénommé « Étendre le diagnostic et la prise en charge de l'hémophilie au Burkina Faso ». Un projet qui vient combler les insuffisances en matière de diagnostic et de prise en charge des patients. Plusieurs régions vont donc bénéficier du dit projet qui s'étend sur 2 ans. Mamitri Alakamapou. L'hémophilie, une maladie peu connue de la population burkinabé, mais qui existe sur le territoire national. À ce jour, ce sont 130 hémophiles qui ont été diagnostiqués, suivis et traités au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Ces 130 patients représentent à peine 5% des 2500 cas probables au Burkina Faso. Ce projet viendra donc renforcer les capacités des laboratoires et des praticiens. Il s'appuiera aussi sur les agents de santé à base communautaire pour permettre l'identification de cas dans la communauté. Nous voulons déjà qu'au sein des populations, on puisse nous relater des cas d'accidents hémorragiques et en ce moment, on pourra référer le patient au niveau de l'échelon supérieur pour qu'on puisse vraiment confirmer le diagnostic et aménager sa prise en charge. Comme on l'a dit, aujourd'hui, la prise en charge de l'hémophilie est disponible grâce à la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous donne des concentrés de facteurs à titre gracieux. Donc pour me résumer, c'est de repérer tous les cas suspects dans les populations et de les référer à un niveau central pour la confirmation diagnostique. L'hémophilie est une maladie hémorragique à transmission héréditaire liée au chromosome X. Les formes les plus expressives de la maladie touchent essentiellement les garçons. Et c'est au moment de la circoncision, quand surviennent les complications hémorragiques, parfois mortelles, que les soupçons apparaissent. Le ministère de la Santé se réjouit donc du lancement de ce projet qui consiste à apaiser le cœur des patients qui souffrent de cette pathologie. Ce projet est le bienvenu dans la mesure où il viendra combler un vide qui existe donc en matière de diagnostic et de prise en charge de cette maladie au Burkina Faso. Jusqu'à présent, le diagnostic n'est disponible que dans 2 villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc avec ce projet, il sera étendu à 6 autres régions, toute chose qui va donc contribuer à améliorer donc l'offre de soins et améliorer donc l'état de santé des populations. Ce projet qui s'étend sur 2 ans est financé à hauteur de 86 millions de francs CFA. Il va couvrir les régions sanitaires des Cascades, de la boucle du Mouroun, du centre-ouest, du centre-nord et du centre-est. Visite du ministère des Sports au stade du 4 août hier jeudi. Une visite avec les journalistes qui avait pour but de constater l'état d'avancement des travaux du stade. Les responsables de l'entreprise chargée de la réfection de ce joyau ont estimé le taux d'avancement à 50% avec un budget de plus de 14 milliards de francs CFA. Le délai pour la finalisation et la reprise des activités sportives est fixé au mois de septembre cette année. Les étalons seront donc privés de leur stade pour les premières et deuxièmes journées de la phase de qualification de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Yassine Sawatko. Une éternité, le temps écoulé depuis le dernier match des étalons au stade du 4 août.
Le public sportif était en effet loin de s'imaginer que le match face au Soudan du Sud en mars 2021 serait le dernier suite à la suspension du stade par la Confédération africaine de football. Plusieurs mois plus tard, les travaux de réhabilitation du stade se poursuivent. À un mois du début des éliminatoires de la CAN 2023, certaines questions sur l'avancée des dits travaux ont trouvé réponse. Faisant face à de multiples sollicitations de la part des médias, le ministère en charge des Sports a organisé une visite de chantier destinée aux journalistes. Pour l'entreprise en charge des travaux, tout avance. Des vestiaires au gradin en passant par la pelouse, elles espèrent livrer le stade d'ici septembre prochain, en dépit de certains retards. Ça ne m'inquiète pas par rapport aux travaux qui sont faits actuellement. La seule chose qui m'inquiète, c'est ce qui vient de l'extérieur. Parce que vous voyez qu'avec tout ce qu'on a comme difficulté, les bateaux, au lieu de 1 mois, sont passés à 2 mois, on ne les trouve même pas. Et il y a la production, les gens ils travaillent plus chez eux que sur les entreprises. Ok, on a 3 écrans géants à poser. Notre gros souci, ce sont ces écrans-là. Selon Lassina Ouattara, le taux d'exécution des travaux est estimé à 50% à ce jour. Pour le physique, on regarde l'ensemble des travaux. Et on le fait en pourcentage et maintenant on sort ce qu'il y a. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas surpris par rapport au devis de l'entreprise. Parce qu'on ne va pas se baser sur le devis de l'entreprise pour faire les taux d'exécution, puisque c'est l'entreprise qui fait son devis. Donc voilà un peu les taux. Et le délai, on a 50% de délai. Pour le ministère en charge des Sports, cette visite permet de toucher du doigt les réalités sur le terrain et de constater l'avancée effective des travaux. Les grosses œuvres sont très avancées. Nous avons une très bonne mobilisation du personnel de l'entreprise qui est à pied d'œuvre. Et nous sommes rassurés que d'ici juin, les vestiaires seront finis, la pelouse également, ce qui va nous permettre de plaider pour que nous puissions jouer nos matchs. Mais comme vous le savez, la date prévue pour la finition des travaux, c'est le 28 septembre. Donc c'est à l'issue de cette date qu'ils pourront nous livrer le stade en complet. Étant l'affaire de tous, des journalistes sportifs donnent leurs appréciations sur les travaux en cours du stade du 4 août. On a fait plus d'1 an à jouer à l'extérieur. Je pense qu'on peut faire ce sacrifice-là de continuer et jouer à l'extérieur et finir tranquillement ce stade-là. Parce qu'il y a beaucoup effectivement de travail à faire et nous voyons que dans la perspective, ce sera un stade qui va reprendre vie et donner vraiment satisfaction au peuple burkinabé. Mais si on se précipite pour vouloir en tout cas livrer ce stade-là très rapidement, on risque effectivement de bâcler pas mal de choses et de se retrouver à la case départ. On constate qu'il y a beaucoup à faire. On constate que les matériels commandés n'est pas encore arrivé. On constate que le stade a été complètement éventré dans ses vestiaires et tout cela pour remettre les choses à neuf. On constate aussi que la pelouse malheureusement ne sera pas reprise. Une pelouse qui est vieille de 40 ans. On aurait espéré qu'on puisse nous décaper cette pelouse pour nous mettre une pelouse de dernière génération. L'un dans l'autre, je pense que les Burkinabés aujourd'hui ont envie de jouer, ont envie de voir l'équipe nationale jouer à domicile. La réhabilitation du stade du 4 août a un coût global de 14 milliards 700 millions de francs CFA et le délai de livraison est fixé pour fin septembre 2022, soit quelques mois avant la fin des éliminatoires de la CAN 2023. Et pour terminer, présidentielle en France, dimanche prochain, les Français feront un choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais avant, les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle française ont débattu pendant près de 3 heures le mercredi 20 avril à la télévision. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont présenté leur vision sur des thèmes comme le pouvoir d'achat, la sécurité ou encore l'écologie. Les grands points de ce débat de l'entre-deux tours dans cet élément. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, les 2 finalistes à l'élection présidentielle française se sont affrontés lors du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours hier soir. La candidate d'extrême droite et le président sortant ont confronté leurs projets pour la France durant près de 2h30 au cours d'un débat animé, mais plus discipliné qu'il y a 5 ans, selon l'aveu des 2 candidats. Abordant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir de Vladimir Poutine, à qui elle avait rendu visite après l'annexion de la Crimée. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank.
proche du pouvoir en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question de l'Union européenne, le président sortant défendant l'idée d'une Europe plus forte face à la leader du Rassemblement national qui souhaite mettre en place une réforme profonde pour gagner en souveraineté nationale. Sur le plan intérieur, Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est l'engagement que j'ai pris. Moi, ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites encore une fois des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen. Les électeurs français n'ont plus que quelques jours pour faire leur choix. Rendez-vous aux urnes ce dimanche. C'est l'essentiel de l'information cet après-midi. Je vous remercie d'avoir honoré ce rendez-vous de 13h et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.